BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. On est ensemble, vous le savez, pendant presque une demi-heure. Notre invité ce soir, c'est Laurent Guillot. Il est directeur général d'Orpea. Bonsoir Laurent Guillot. Bonsoir Madame Chevrillon. Merci d'être avec nous. Les temps sont durs, très durs pour vous. J'ai envie de dire aussi pour vos actionnaires. On va en parler bien sûr. Et puis peut-être pour les gens aussi qui sont dans les EHPAD. Vous êtes arrivé maintenant il y a quelques mois. C'est un scandale qu'on n'a quasiment jamais connu en France, en tous les cas dans ce secteur-là, parce qu'Orpea, il faut le rappeler, c'est leader européen des EHPAD. Vous avez, la semaine dernière, en fin de semaine dernière, présenté un accord qui fait que la Caisse des dépôts, avec deux mutuelles, prennent le contrôle en fait d'Orpea à hauteur de 50,2%. Mais il y a quand même beaucoup de points d'interrogation. Aujourd'hui, vous êtes la plus forte baisse du SRD. Vous avez perdu les 2/3 de votre valeur en 5 séances. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment vous pouvez essayer de rassurer les petits actionnaires? Il n'y a aucune manière de les rassurer, parce que la dilution va être telle que finalement, ils n'auront plus rien, les actionnaires qui ont eu confiance en Orpea. Oui, les actionnaires qui ont eu confiance en Orpea, ces actionnaires-là, ils ont été volés. Comme l'entreprise a été volée, comme ils ont été victimes d'une direction générale, de la direction générale précédente, comme l'entreprise a été victime, et d'ailleurs nous avons porté plainte, comme les patients et les résidents ont pu, dans certains cas, être victimes. Malheureusement, le plan qui prévoit l'entrée de la Caisse des dépôts et consignations de ces deux mutuelles, Maïf et MACSF, ce plan-là prévoit aussi de transformer de la dette en capital. Et cette transformation de la dette en capital va se traduire par une dilution massive des actionnaires. Oui, à quasiment plus de 99%. C'est presque du 100%, non? Presque 99%. Ouais. Donc les actionnaires individuels, ils vont tout perdre. Ils ont déjà tout perdu. Oui. Ils ont déjà tout perdu. Je dirais l'année dernière, ils avaient déjà tout perdu. Ils ne l'avaient pas réalisé et personne ne le savait sur la place de Paris. Mais en fait, la situation financière de l'entreprise, quand je suis arrivé, était déjà catastrophique. Ce qu'on essayait de faire, c'est de sauver l'entreprise. Et ce qu'on a fait la semaine dernière, ce qu'on a annoncé la semaine dernière, c'est le sauvetage de l'entreprise, de ses 72 000 emplois et de ces 255 000 patients et résidents qui passent par nos établissements tous les ans. La question qu'on peut quand même se poser, alors on va parler évidemment du plan de reconquête que vous avez présenté le 15 novembre dernier. Reconquête, vous direz pour faire quoi? De refondation même. Plan stratégique que vous avez mis en place, que vous commencez tout juste à mettre en place. Mais est-ce que finalement, lorsque vous voyez cet accord qui n'est pas encore signé, il y a encore beaucoup de points d'interrogation, question un peu basique, mais est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple de déposer le bilan et puis de repartir ensuite? On ne peut pas, une entreprise comme Orpea ne peut pas déposer le bilan, ne pas courir le risque d'un désastre sanitaire avec des fournisseurs qui ne sont pas payés et du coup des protections, de la nourriture qui n'arrivent pas dans nos établissements. Donc on ne pouvait pas courir ce désastre. Et on a trouvé une solution avec la meilleure solution possible pour nos patients, pour nos résidents, pour nos salariés, avec la Caisse des dépôts et les deux mutuelles qui viennent participer au capital d'Orpea et donner leur confiance dans le plan de refondation. Est-ce que vous attendiez à du recours éventuellement européen du reste, parce que c'est Bercy qui voulait effectivement éviter à tout prix la faillite, le dépôt de bilan de Orpea. Donc la Caisse des dépôts est intervenue. On ne va pas revenir sur toutes les négociations qui ont été très compliquées et qui sont encore très compliquées. Mais est-ce que vous attendez à des recours massifs de certains actionnaires qui ont été spoliés, des petits actionnaires, et puis aussi peut-être de l'Europe, parce qu'elle peut voir des aides publiques apportées à un groupe privé? Il n'y a pas de cas d'aide publique puisque la Caisse des dépôts est accompagnée d'opérateurs privés qui sont des mutuelles mais qui sont des opérateurs privés et qui, du coup, tout le monde investissant dans les mêmes conditions ne caractérise pas une aide publique. D'autre part, oui, il y aura des recours, il y aura du contentieux. Comme dans toutes les restructurations financières de cette ampleur, il y en aura, mais je suis très confiant d'une part sur le fait que cette restructuration financière aboutisse et d'autre part que ces recours ne seront pas une difficulté pour l'entreprise. Oui. On dit là, les échéances, c'est quoi? Parce que l'accord
le principe a été signé là, juste avant le week-end. Il devrait être signé en juillet, c'est ça? On dit qu'il y a une date butoir, le 25 février. Date butoir de quoi? Que vous aurez peut-être des problèmes de liquidité. Là, on a besoin de quelques explications, Laurent Guillot. Non, clairement, nous avions en novembre, quand j'ai présenté le plan le 15 novembre, nous avions un sujet de liquidité au mois de février. Donc vous voyez combien la situation était difficile, combien le risque de faillite de l'entreprise était très important. Nous avons déjà trouvé un accord avec une partie des banques qui nous permettent désormais de passer le mois de juin, presque le mois de juillet, selon la façon dont les opérations se passent d'ici là. Et donc nous avons le temps de mettre en place ce plan. Après, il y a des dates normales, des échéances normales que nous avions données, qui ne sont pas vraiment des dates butoirs, mais sur lesquelles il faut avancer très vite. J'ai une grande confiance sur notre capacité à réaliser cette étape financière qui devrait, si tout se passe bien, se passer à l'été avec une augmentation de capital à l'été et l'arrivée de facto de la Caisse des dépôts, de la Maïf et de la MACSF à l'été. Donc, la faillite est évitée. Vous pouvez nous dire. L'entreprise est sauvée. L'entreprise est sauvée. Ça, c'est très important de le dire. Il n'y a pas de problème de liquidité jusqu'au mois fin juin, voire en juillet, puisque vous avez signé un accord avec vos principales banques créancières. La dette de 9,5 milliards, elle sera de combien? Elle sera d'environ 5 milliards, 6 milliards à l'horizon 2025. Donc, ce qui est important, c'est de voir la baisse et la séquencement dans le temps. Et cette dette-là, à l'horizon 2025, sera tout à fait soutenable. Ça veut dire qu'on aura des ratios net dette sur EBITDA, je vais rentrer, c'est plus technique, qui seront comparables à ceux de nos collègues dans le secteur. Et donc on aura remis l'entreprise, on conservera de la dette, mais on aura mis l'entreprise dans la possibilité de payer ce qui restera comme dette. Une question, parce que vous êtes déjà exprimé, bien sûr, depuis la parution de ce fameux livre Les Fossoyeurs et puis même la réédition. Il y a quand même une question, il n'y a aucun contrôle, parce que d'accord, c'est le leader européen des EHPAD, c'est un groupe privé, mais la sécurité sociale finance une grande partie de vos dépenses. Donc normalement, on peut imaginer qu'il y avait un contrôle quand même sur les finances d'Orpea, sur la santé d'Orpea. Il y avait des administrateurs, des actionnaires. Alors l'administration fait des contrôles locaux dans les établissements, individuellement, pour regarder comment se passent les choses. Terrible. Mais il n'y a pas de contrôle au niveau de la holding et il n'y a pas de contrôle financier. Ce qui s'est passé, c'est, je dirais, 3 choses. D'abord, des malversations financières des dirigeants. D'autre part, des dysfonctionnements de l'entreprise qui n'étaient pas structurés comme un grand groupe. Et troisièmement, et c'est ce qui a mis l'entreprise en difficulté désormais, une expansion internationale et une expansion immobilière complètement sans contrôle, excessive, et qui conduisent à une situation où la dette est bien supérieure aux actifs de l'entreprise, ce qui fait le problème de solvabilité que nous avons aujourd'hui. En fait, c'était pas leader européen des EHPAD, c'était une grosse foncière avec de l'immobilier et des malversations aussi sur les conditions d'acquisition. Mais voilà, c'était une société d'immobilière. Tout à fait, c'était le modèle tel qu'il était, mais il n'était évidemment pas présenté comme ça il y a 2 ans, mais le modèle tel qu'il était, c'était une foncière avec une activité, je dirais, annexe pour payer les loyers de soins et d'accompagnement. Le plan stratégique que nous avons présenté le 15 novembre, le plan de refondation, c'est de remettre le cœur, l'activité, le centre de l'activité sur le soin et l'accompagnement. Est-ce que vous allez céder ? Parce que, d'accord, vous avez un développement à l'international au niveau européen, le plus grand groupe d'EHPAD au niveau européen, et j'ai envie de dire, vendez de l'immobilier. Dès que nous pourrons. Aujourd'hui, notre signature, compte tenu de la situation financière, elle vaut rien. Elle vaut pas grand-chose. Et donc, céder pour relouer, vous voyez qu'il y a quelqu'un, la personne qui l'achète, il va pas prendre le risque. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas dans cette possibilité. Mais dès que nous pourrons, dès que nous aurons les moyens financiers, évidemment, nous allégerons le bilan de l'entreprise en réduisant notre exposition sur l'immobilier, pour reconcentrer ces moyens, encore une fois, sur le soin et l'accompagnement. C'est vraiment faire notre métier. C'est pourquoi les hommes et les femmes d'Orpea viennent rejoindre le groupe, les 72 000 salariés. Sur la France ? Se recentrer
sur les métiers du soin et de l'accompagnement. Et oui, géographiquement, nous allons également nous recentrer, mais pas uniquement sur la France. Nous avons d'autres grands pays comme l'Allemagne, l'Espagne, où nous sommes aussi, les Pays-Bas, où nous sommes aussi très forts, avec des métiers qui ont la taille critique pour assurer le niveau de qualité qui doit être le nôtre. Donc, vous allez devenir un groupe quasi public, en fait, parce que la Caisse des dépôts, principal actionnaire, derrière deux mutuelles, mais c'est la Caisse des dépôts qui pilote. C'est pas un groupe public, ce n'est pas une nationalisation. Ce n'est pas une nationalisation. La Caisse des dépôts aura moins de 30%. Les autres actionnaires que sont Maïf et MACESF auront 22%. Donc au total, ils auront plus de 50%. Nous avons des valeurs communes et des intérêts communs avec ces mutuelles. Et je pense que c'est un groupement qui a beaucoup d'avantages pour nos patients, nos résidents, évidemment pour nos salariés que ça rassure, pour nos clients, nos fournisseurs que ça rassure, pour nos créanciers que ça rassure. Donc c'était la meilleure solution pour Orpea. Il y a un changement de gouvernance à la clé ? Il y a forcément un changement de gouvernance. Pour l'instant, on va expliquer. Guillaume Pépi est le président, vous êtes le directeur général. Là, tout à fait. Oui. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Le conseil d'administration va en partie être modelé pour tenir compte de l'arrivée de nouveaux actionnaires, mais la Caisse des dépôts a déjà confirmé que Guillaume Pépi et Laurent Guillot restaient en place. D'accord. Donc, finalement, c'est pas un vrai changement de gouvernance. Si, puisque le conseil d'administration va changer, va inclure des administrateurs qui viennent de la Caisse des dépôts, qui viennent de Maïf et de MACSF, et il y aura un renouvellement du conseil qui sera assez large. En fait, pourquoi c'est une forme d'OPA, non ? Qu'a fait la Caisse des dépôts ? L'accord, ça consiste à ça, quand on regarde. Non, c'est pas une forme d'OPA. C'est une forme d'OPA. C'est pas une forme d'OPA. Le groupement prend le contrôle, mais il n'y a pas un acteur qui prend le contrôle de façon individuelle. Et puis, nous sommes dans une situation particulière. C'est une situation de sauvegarde de l'entreprise qui était menacée de faillite. Et dans ce cas-là, le régime sur les OPA ne s'applique pas toujours. Laurent Guillot, est-ce que le plan de refondation, vous l'avez dit, présenté le 15 novembre dernier, plan stratégique, plan de reconquête, on a peu envie de dire, même quand on a regardé, j'imagine que vous l'avez regardé, Zone interdite chez nos confrères de M6, de reconquête de quoi ? Parce que même si vous n'êtes arrivé, vous n'êtes pas du tout responsable de cette situation, vous êtes arrivé le 1er juillet, donc il y a eu ce grand scandale, et on voit qu'on n'a pas le sentiment que ça a beaucoup changé. Les choses ont changé. D'abord, le nom est un plan de refondation, pas de reconquête. Ouais. Il ne s'agit pas de développement. Oui, mais je on n'en parle pas. Votre expression, c'est pour ça. Oui, non, l'expression que j'utilise, c'est refondation. Oui. Refondation, ce n'est pas reconquête. Il n'y a pas de sujet d'expansion internationale. Au contraire, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons plutôt nous replier sur un plus petit nombre de pays. Et pareil, en termes d'immobilier, nous allons réduire notre détention immobilière pour reconcentrer plus de moyens sur le soin et l'accompagnement. Et je tiens au mot de refondation parce que je pense effectivement que les fondations d'entreprise ne sont pas complètement assises et que nous devons les reconstruire. J'ai pas de baguette magique non plus. Je peux pas vous dire que tout miraculeusement, le 1er juillet, tout a changé. Malheureusement, j'en suis pas capable. Ce que nous avons fait, en revanche, énormément de choses ont changé. Nous avons donné la possibilité à nos directeurs d'établissement qui sont le maillon clé de Est-ce que vous avez tous changé ? Ah non, pas les directeurs d'établissement. Parce qu'il y a quand même un problème dans les établissements. Il y a un problème financier, mais il y a un problème dans les établissements. Il y a des sujets dans les établissements. De nutrition, la grande majorité de soins. Je vais vous répondre. Il n'y a pas de sujet de nutrition. Les moyens sont mis en place, les moyens ont été mis en œuvre pour que il n'y ait pas de restrictions dans les EHPAD Orpea. Les directeurs d'établissement, ils font leur travail du mieux qu'ils peuvent. Mon métier à moi, c'est de leur donner les moyens et de leur donner plus les moyens qu'hier, de faire leur travail le mieux possible, et c'est un métier difficile. Qu'est-ce que vous dites plus de moyens ? C'est comment ? Parce que quand on les écoute, les enquêtes, les témoignages, parce qu'évidemment pour préparer cette interview, j'ai un peu tout regardé, hein. Ils disent, pour l'instant, on n'a pas plus de moyens. Alors vous me direz, on est que le 6 février. Nous avons embauché depuis le mois de septembre 800 personnes tous les mois après mois. Nous continuons à embaucher au début de cette année. Le taux d'encadrement chez Orpea entre janvier 2022 et aujourd'hui a progressé de 10%. Vous parliez de l'alimentation. Sur l'alimentation,
le budget alimentaire du mois de janvier par rapport à celui de 2021 a augmenté de 35%. Donc nous donnons les moyens. Est-ce que c'est suffisant ? Tout n'est pas encore mis en place, ce n'est pas dans tous les établissements parce que ça prend du temps, qu'on a des problèmes de recrutement. Les problèmes de recrutement, ils viennent d'un secteur qui est extrêmement tendu, extrêmement difficile pour nous comme les hôpitaux publics, comme pour tout le monde. Nous avons mis énormément de moyens en termes humains pour accélérer ce recrutement. Ce n'est pas facile, mais nous faisons tout ce que nous pouvons. Est-ce qu'il y a une question de fond? Vous venez du privé, vous êtes un grand chef d'entreprise, Laurent Guillot. La question qu'on peut se poser, parce que oui, on voit aussi que du coup ça éclabousse tout le secteur, Korian et d'autres. Est-ce que les EHPAD, comme le disent certains, en fait, c'est tellement important par rapport surtout au vieillissement de la population? Est-ce que ça doit être du ressort du privé? Est-ce que ça ne doit pas être du ressort du public? Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir toutes les possibilités, je dirais, de façon à regarder lequel est le plus efficace. Et donc je pense que ce serait intéressant d'avoir une comparaison objective, objectivée, de l'efficacité des différents modèles. Et j'ai pas de point de vue là-dessus. Moi aujourd'hui, oui, je reste à ma place, je suis en charge d'Orpea, je m'occupe d'Orpea le matin, le midi et le soir. Mais est-ce que c'est un modèle qui peut être rentable? Parce qu'on a vu que c'était devenu une grosse caisse immobilière, foncière, donc c'était l'essentiel. Enfin, il fallait rembourser. C'est pour ça quand même les frais sont élevés au sein de ces EHPAD. Quand même, c'est pas fait pour tout le monde. Mais est-ce qu'il y a un modèle de rentabilité à votre avis? Moi, j'en suis d'aujourd'hui. Moi, j'en suis convaincu, et les malversations et les dysfonctionnements de certes qui ont été mis par une direction à un moment donné, ne doivent pas nous conduire à complètement jeter le bébé avec l'eau du bain. Je suis convaincu qu'il y a un modèle économique, dès lors, encore une fois, que le travail d'accompagnement et de soins est bien fait. La raison de la chute d'Orpea à la fin, dans ces derniers mois, c'est que le travail de soins, d'accompagnement pour nos patients et nos résidents doit encore s'améliorer, doit s'améliorer toujours. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une loi qui dit qu'il faut un soignant pour 14 ou 15 malades, enfin, ou patients. À votre avis, c'est quoi le bon équilibre? Il faut quoi? C'est 1 pour 3? C'est quoi? Il n'y a pas de texte en France sur ce sujet. Non, mais c'est une moyenne européenne. Le propos de la défenseur des droits qui s'est exprimé sur le sujet il y a une quinzaine de jours donnait l'objectif de 8 pour 10 quand, selon son estimation, on est entre 6 et 7 sur 10, 6-7 accompagnants pour 10 dans les systèmes français. Orpea est un peu au-dessus de cette moyenne aujourd'hui, et je pense que se fixer un objectif n'est pas une mauvaise idée. Il faut faire attention à ce que ce soit modulé selon le degré d'autonomie de nos résidents, parce que ce n'est pas la même chose quand quelqu'un est complètement autonome et qui vient rejoindre, et puis quelqu'un qui est grabataire et a un problème d'Alzheimer. Donc il faut le moduler complètement. C'est ce qui est prévu avec les ARS, et nous avons cette discussion avec les ARS de façon régulière. Les agences régionales de santé. Pardon, oui, les agences régionales de santé. Nous avons ces discussions régulières pour adapter au mieux nos soignants à la situation de chacun de nos établissements. Mais je ne suis pas contre le fait qu'il y ait un peu plus d'indications en la matière par le gouvernement. Et la rentabilité, elle peut venir de quoi? Parce que finalement, la sécurité sociale, le public paye déjà énormément de choses. Parce que les soins, enfin, c'est les 2/3 des dépenses? Un tiers à peu près. Cette partie-là, qui est une partie du soin, ouais, et l'encadrement. Et prise en charge donc par la sécurité sociale. Et l'encadrement qui l'accompagne est complètement à 100% pris en charge, ouais, par la sécurité sociale. Donc une augmentation ne remet pas en cause, ou un encadrement plus large qui serait bénéfique pour nos résidents, ne remet pas en cause la rentabilité de l'entreprise, qui se fait uniquement sur la prestation d'hébergement. Et sur l'immobilier. Donc sur l'immobilier. Oui. Donc la prestation d'hébergement. Mais en même temps, vous l'avez dit tout à l'heure, vous allez plutôt réduire justement l'immobilier. Donc à ce moment-là, la rentabilité elle sera moins élevée.
il faut, oui, mais les capitaux engagés, là ça devient vraiment de la finance, les capitaux engagés seront plus faibles puisque... vous êtes sur BFM Business, on comprend. Bien sûr, les capitaux engagés seront nettement plus faibles puisque c'est quelque chose qu'on va externaliser, on aura un loyer et donc la profitabilité, oui, en pourcentage du chiffre d'affaires sera plus faible, en retour sur investissement. Peut-être pas. Est-ce que Laurent Guillot, vous dites, il faudra, donc là vous avez encore des échéances très importantes, il y a ce plan de refondation qui doit s'imposer, qui est en train de s'imposer, hein, c'est ce que vous nous dites. Il faut changer de nom, non? Vous allez changer de nom, je sais pas, à la rentrée en septembre, pour changer l'image d'Orpea. À un moment, il faudra peut-être, on en discutera avec nos salariés. Ce qu'on commence à faire aujourd'hui, pour répondre à votre question, ce qu'on commence à faire aujourd'hui, c'est à travailler sur les valeurs de l'entreprise. Je pense que avant de commencer une grande discussion sur la raison d'être, ce que nous avons commencé aussi, il faut commencer à travailler sur les valeurs. C'est-à-dire qu'est-ce qui nous fait travailler ensemble, qu'est-ce qui nous rassemble dans cette entreprise. Après, en même temps, nous, dans le même moment, nous travaillons sur c'est quoi la raison d'être d'Orpea, pourquoi nous sommes là. La raison d'être d'Orpea, ce n'est pas d'être une foncière. Ça, c'est très très clair. Mais du coup, travaillons ensemble avec les 72 000 salariés sur la définition de ce qu'on veut être et du projet qu'on veut mener. Et ensuite, évidemment, une fois qu'on a fait ça, on a deux choses qu'on va faire. Réfléchir au nom et en même temps voir comment on transitionne vers une société à mission. Parce que compte tenu de notre métier, compte tenu de la spécificité du métier du soin, je pense que passer à une société à mission est une bonne chose. Oui, et ça montre bien la direction que vous voulez prendre. Merci Laurent Guillot, on a envie de vous souhaiter bon courage. Laurent Guillot, donc le patron d'Orpea, a été notre invité avec encore quelques échéances très importantes. Et puis, il faut bien dire, pour les actionnaires et actionnaires individuels, c'est quand même un peu la douche froide. Il n'y a pas grand-chose à espérer. Mais voilà, c'est la précédente direction qui ça volait. Merci beaucoup. Dans un instant, Tech & Co, nous on se retrouve demain, journée des retraites. Et ce sera Patrick Martin, le vice-président du MEDEF, qui sera avec nous. Good Evening Business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.